Nous nous retrouvons pour la deuxième séquence de cet après-midi consacrée au sujet de conjugalité et de parentalité. Le développement de l'accompagnement des couples et des familles rencontrant des difficultés est un objectif maintenant affiché de façon claire par les pouvoirs publics et beaucoup d'acteurs y contribuent, du monde de la protection sociale, les collectivités locales territoriales, mais aussi de nombreux acteurs dans le monde associatif ou de l'entrepreneuriat. Nous avons vu tout à l'heure avec Nicolas Grivel que ces sujets n'étaient pas absents de la Convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale des allocations familiales. Parce que, quel que soit leur mode d'union, les couples, on le sait, peuvent voir leur entente s'éroder avec le temps, la mésentente s'installer, des violences aussi apparaître ou prospérer. Et quand elles sont consommées, les ruptures d'union ont des conséquences aussi importantes pour les familles. Nous en parlerons, mais il y a des travaux, notamment du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, sur les ruptures de couples avec enfants mineurs, qui montrent effectivement toute une chaîne d'impact potentielle. Par ailleurs, l'arrivée et l'éducation de jeunes enfants ou d'enfants pour les familles est un élément majeur, assez impactant. Et l'exercice de la parentalité, surtout à l'heure actuelle, avec aussi ce contexte, les réseaux sociaux ou d'autres types de dangers d'une certaine façon, on sait qu'il n'est pas facile. Et donc, on le voit, il y a cette volonté de faire en sorte d'avoir une action préventive d'accompagnement des familles dans l'exercice de ce métier ou de ce rôle difficile de parent. Et pour parler de ces sujets, nous avons à la fois deux acteurs et aussi deux observateurs très investis et engagés. Nous avons Arnaud Ulrich, qui est entrepreneur et cofondateur d'une entreprise solidaire ou à utilité sociale qui s'appelle Coupléo. Et nous avons Thierry Véron-Lacroix, qui est conseiller conjugal et familial, médiateur familial, mais aussi fondateur et président d'une association familiale très active dans l'accompagnement des couples et des familles. Et la première question que j'ai envie de leur poser, c'est de présenter un petit peu, d'une certaine façon, quel est leur parcours et de leur dire quelle est l'inspiration de ce projet qu'ils portent, qu'ils ont créé et surtout peut-être de quel constat sont-ils partis des difficultés ou des manques dans l'accompagnement de la conjugalité et de la parentalité. Alors nous allons peut-être commencer par Arnaud Ulrich. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé sur ces questions et quelle est votre inspiration d'une certaine façon? Oui, avec plaisir. D'abord, je suis très honoré d'être ici. Merci beaucoup pour votre accueil. Le constat concernant Coupléo, c'est que aujourd'hui, quand vous vous posez des questions sur votre couple, sur votre parentalité, bon, le réflexe de beaucoup de Français, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, c'est d'aller sur Internet. Et aujourd'hui, ce qu'on voit émerger quand on recherche des sujets sur ces problématiques-là, ce sont soit des grands médias qui vont produire un contenu généraliste et donc pas du tout un contenu particulier qui va correspondre nécessairement à mon couple ou à ma vie de parent. Par ailleurs, certains médias ont quand même pour objectif de faire cliquer, donc les contenus ne sont pas toujours garantis d'être qualitatifs, même s'il y en a heureusement. Et les deuxièmes professionnels qu'on trouve, les deuxièmes types d'acteurs qu'on trouve, c'est aussi des professionnels, des sites dont la déontologie est loin d'être garantie, dont les méthodes sont, je trouve, pas très rassurantes. On voit sortir dans les premiers résultats de Google des médiums, etc., qui vont pouvoir vous garantir, vous promettre, vous faire des promesses sur le fait qu'avec eux, tout va bien se passer. Donc nous, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, un couple sur Internet ne sera pas... risque de ne pas être bien accompagné, risque de tomber à côté et de s'égarer. Donc nous, notre enjeu avec Coupléo, c'est clairement de développer un service d'intérêt général en mettant en avant tous ces professionnels qui sont très nombreux, qui sont formés, qui sont supervisés, qui répondent à une charte de déontologie, qui sont des professionnels qui vont soit travailler dans des associations, qui vont soit aussi travailler en libéral, mais tous ces professionnels ont chevillé au cœur l'intérêt du couple et de la famille, et bien malheureusement, c'est pas toujours eux qu'on va aller voir en premier. Alors notre premier enjeu, quand on part de ce constat, on se dit à ces sites pas toujours adaptés, qu'est-ce qu'il faut opposer? Il faut opposer une fédération des professionnels, un ensemble de professionnels dans cette
Voilà, pour qu'on puisse avoir un espèce de phare là-dedans. Moi, j'ai eu plusieurs rencontres au ministère de la Solidarité, à l'Élysée ou ailleurs, ou à la CNAF, bien sûr. Et souvent, la question qu'on me pose, c'est qui sont les professionnels du couple? À chaque fois, c'est cette question qui ressort. Voilà, et donc comment est-ce qu'on fait pour les faire émerger. Donc nous, notre enjeu là-dessus, c'est de les fédérer, c'est de fédérer des métiers comme le conseil conjugal, la médiation familiale, les sexologues, etc., qui sont des gens diplômés, de les fédérer et de les aider à mettre en avant leurs spécificités. Donc là-dessus, on est vraiment un outil qui va se mettre au service des professionnels pour se mettre au service des couples. Et notre enjeu, c'est de faire que les professionnels puissent déterminer ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas par rapport aux autres professionnels. Et puis aussi, évidemment, favoriser la montée en compétences, notamment en favorisant l'interdisciplinarité. Ça, c'est deux choses qui nous sont fortement demandées. Et le deuxième enjeu, évidemment, de Coupléo, il est vis-à-vis des couples. Il faut aller les rejoindre. Alors, on a essayé de lister, je ne vais pas vous lire toute cette slide, mais un peu les freins. Aujourd'hui, pourquoi on ne se fait pas aider? Pourquoi on ne se fait pas accompagner? Parce qu'on n'a pas confiance. Est-ce que la personne que je vais voir, je peux lui faire confiance? On a des problèmes de pudeur. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler? Le manque d'information. Est-ce que ça va marcher? En fait, vous déposez votre voiture chez le garagiste parce que vous savez que malgré le prix que vous allez devoir payer, a priori, elle va continuer à rouler. Là, est-ce que vous pouvez espérer que ça marche? Bon, toutes ces questions, voilà, il y en a plein d'autres. Comment est-ce qu'on va arriver à lever ces freins pour arriver à servir notre deuxième enjeu, qui est clairement de faire rentrer dans l'esprit des couples, et je parle du couple conjugal et du couple parental, que se former, se préparer, se faire aider le cas échéant, c'est normal. On a tout appris dans notre vie, sauf à être parent et sauf à vivre en couple, alors que c'est quand même deux choses qui sont largement plébiscitées par l'ensemble de nos concitoyens. Donc vous êtes parti en fait des besoins des personnes de guidance et de repères en fait. Exactement. On a entendu nous on a rencontré beaucoup de couples pour essayer de comprendre leur cheminement, et à chaque fois ressort cette difficulté à s'y retrouver, cette difficulté à faire confiance. Les professionnels nous disent la même chose. Ils nous parlent d'errance thérapeutique. On va voir un professionnel, puis un autre, et puis si on n'est pas découragé, on finit par en voir un quatrième. Et là, on a enfin trouvé le bon. Imaginez la même chose dans le secteur de la santé. Si vous deviez aller voir 1, 2, 3, 4, 5 médecins avant d'espérer qu'on puisse poser un diagnostic qualitatif. Donc, les professionnels existent, donc la solution existe. Et comment est-ce qu'on fait pour les rejoindre? Et tout à l'heure, le directeur général de la CNAF parlait d'innovation. Notre démarche est clairement ancrée là-dessus. Et dans ce sens-là, on a vraiment profondément envie de travailler en lien avec la CNAF pour innover avec eux et être voilà, testé, essayer des choses. On ne dit pas que ce qu'on va faire va réussir. Par contre, on dit qu'on va essayer et qu'on va pousser beaucoup de portes pour ensuite pouvoir itérer et développer et déployer ce qui marchera. Alors, vous nous présenterez tout à l'heure comment fonctionne cette mise en relation, ce référencement que vous avez essayé de mettre en place avec Coupléo et le site. Je me tourne maintenant vers Thierry Véron-Lacroix. Alors, vous-même avez été professionnel dans l'accompagnement individuel de couple ou de famille. Et puis, à un moment, vous vous êtes dit il faut faire autre chose, ou il faut faire plus pour cet accompagnement. Et quels sont les constats qui vous ont conduit d'une certaine façon à passer le cap du professionnel en exercice, en colloque singulier avec des couples, à un responsable associatif qui déploie toute une gamme effectivement d'accompagnement ou de prestations au bénéfice des couples et des familles? Bonjour, écoutez, merci de votre invitation. Je suis moi aussi très honoré d'être ici. Effectivement, le constat, je l'ai d'abord fait dans ma pratique professionnelle. 14 ans d'accompagnement de couples qui se séparent et des enfants concernés par ces séparations. Donc d'abord quelque chose qui touche vraiment, parce que voilà, quand un enfant vous dit papa et maman m'ont divorcé, évidemment on est au cœur de la vie et des problématiques familiales. Le constat il est étonnant, parce que d'un côté la famille est plébiscitée. C'est vraiment la première valeur chez les Français et chez les Européens, d'après des tas d'études, dont celles qui apparaissent sur le slide. Donc loin devant les autres valeurs comme le travail, la réussite sociale ou autre. Et quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que vous voulez vraiment réussir dans votre vie,
vous avez de fortes chances qu'ils vous disent « mon couple et ma famille ». Et en même temps, la famille, c'est un défi. Beaucoup de Français estiment que c'est plus compliqué de réussir sa vie de couple et que c'est un vrai défi d'éduquer ses enfants. En particulier, on en parlait tout à l'heure, la question de l'autorité, la question de la gestion des écrans. C'est des défis supplémentaires qui n'existaient pas, ne serait-ce qu'il y a 20 ou 30 ans. Voilà. Et donc, la famille est extrêmement fragilisée et ça se voit à travers les chiffres qu'on trouve sur le site du ministère ou de l'INED ou de l'INSEE. Chaque année en France, c'est 425 000 séparations par an. C'est 125 000 divorces, 90 000 ruptures de PACS et le reste, c'est des ruptures sur union libre. Et ça concerne 380 000 mineurs chaque année. Ça a des impacts très fort. D'abord, je l'ai dit, sur la souffrance des personnes amenées à se séparer et sur leurs enfants, qui eux-mêmes sont confrontés soit à de la culpabilité. Est-ce que papa et maman se séparent à cause de moi? Soit ils se mettent une responsabilité, celle de réunir papa et maman. Soit des conflits de loyauté, soit de l'insécurité affective bref, plein de choses qui viennent les perturber. Ça a des impacts sur leur parcours scolaire, puisqu'il y a 23% de bacheliers en moins parmi les familles dont les parents se sont séparés. Voilà. Il y a environ 2 fois plus de redoublement chez les enfants dont les parents se sont séparés. Donc il y a vraiment un premier volet, vie personnelle très affectée. Le deuxième volet, donc, le parcours scolaire. Le troisième, c'est la pauvreté. On trouve 30% des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté contre 7% pour les autres familles. La désunion appauvrie. Elle appauvrit. Non seulement elle amène à des prestations sociales supplémentaires pour aider ces familles, mais malgré ces prestations, la première année, par exemple, d'une séparation, c'est 20% de baisse de niveau de vie chez les femmes. Et puis 3 à 5% chez les hommes. Là aussi, une source d'inégalité très forte. Donc, c'est la première cause de pauvreté en France. Olivier Noblecourt, le responsable du plan pauvreté 2019, est venu nous visiter. Il m'a dit droit dans les yeux, je sais que la première cause de pauvreté en France, c'est la déconjugalité. Voilà. Pauvreté, c'est aussi le manque de logement. On n'en parle pas beaucoup, mais un couple qui se sépare, c'est un besoin de 0,7 logements supplémentaires. Voilà. Le chiffre qui est sur le slide, 90 000 logements par an, il date d'une vieille étude qui a 12-13 ans. Je pense qu'il est sous-dimensionné par rapport à la situation actuelle. Et puis récemment, j'ai encore trouvé d'autres chiffres dans une proposition de loi qui date de novembre 2022 d'un député de la majorité. Outre les chiffres qui s'affichent là, c'est 85% des détenus ont été élevés sans l'un de leurs parents. 90% des sans-abri n'ont pas connu un parent. 63% des mineurs suicidaires ont vécu une enfance monoparentale. Voilà, tous les chiffres qu'on voit, je ne vais pas tous vous les citer. Oui, donc des conséquences lourdes et durables en fait dans le parcours de vie des personnes. Exactement. C'est vraiment, concernés. Quand on touche à la famille, on touche un peu à toute la société. Voilà. Autre chiffre qui était sur le slide précédent, c'est environ 50% la quantité supplémentaire de ressources, eau, électricité, qui sont utilisées dans les cas d'une séparation par rapport à quand les familles sont unies. Donc il y a un impact environnemental majeur, et pareil sur la production de CO2, qui est aussi augmentée de 50%. Donc voilà les conséquences sociales, et j'étais la semaine dernière au Conseil national de la refondation, et là aussi, un chiffre est ressorti, on parlait beaucoup des familles monoparentales, non pas pour les pointer du doigt, mais juste pour faire ce constat qui a été mené dans cette enquête qui a été faite, c'est 61% des mineurs qui étaient impliqués dans les dégradations étaient issus de familles monoparentales. Donc voilà le constat d'où on est parti, sachant qu'il y a des possibilités pour soutenir les familles en amont des séparations, et le Conseil des ministres du 14 septembre 2022 mentionnait bien ça en disant « Nous souhaitons renforcer
toutes les mesures qui consistent à prévenir les ruptures familiales. Voilà, donc maintenant, il s'agit de mettre ça en œuvre. Merci beaucoup. Donc des éléments objectifs qui viennent d'une certaine façon compléter ce que vous avez, vous, perçu aussi comme conséquence des mésententes ou des séparations familiales dans le cadre de votre exercice professionnel. Peut-être je reviens vers vous, Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous dire d'une certaine façon quels sont les services que vous apportez dans le cadre de cette plateforme peut-être, de ce hub qu'est Coupléo, et en quoi vous êtes d'une certaine façon innovant et d'utilité sociale avec cette plateforme de mise en relation d'une certaine façon ou de fédération que vous avez souhaité mettre en place. Oui. Comment ça marche? Comment ça marche? Alors, on nous dit souvent qu'on est le Doctolib du couple, on nous appelle parfois le Doctolove. Alors, il y a quand même une grosse différence, c'est que avec Doctolib, c'est que nous, évidemment, il y a un sujet de sensibilisation très important à faire au niveau des couples. J'en parlais brièvement tout à l'heure, mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas nécessairement la conscience du problème qu'on peut rencontrer, on n'a pas la conscience qu'il y a une solution, et quand on veut et qu'on espère une solution, on ne sait pas à qui on doit faire confiance. Donc ça, c'est notre première mission vis-à-vis des couples, et notre réponse à ça, c'est d'abord de réunir des professionnels qui sont formés, donc qui répondent à un certain nombre de diplômes. On refuse toutes les semaines des professionnels qui souhaitent venir chez nous, mais qui n'ont pas les diplômes que pour l'instant on a validés. Je reviendrai après sur la validation de ces diplômes. La deuxième chose, c'est qu'on demande aux professionnels d'être supervisés. Très important dans ces métiers-là, je n'évolue pas tout seul. J'ai une personne qui m'accompagne dans ma pratique, puisque je touche à des choses extrêmement sensibles. Il ne faut pas que ma vie personnelle puisse impacter les personnes que je rencontre. Et puis enfin, la formation continue, la capacité des professionnels à continuellement progresser, notamment en développant ce qu'on appelle de l'analyse des pratiques, donc qui est très connue par les gens du milieu, hein, bien sûr, mais en la rendant très régulière pour partager et améliorer tout ça. Aujourd'hui, on s'appuie sur 4 métiers qui répondent à des diplômes ou à des certifications et qui sont des métiers qui chacun vont apporter quelque chose dans le prisme des solutions et des regards qu'il faut porter au couple. Et c'est en faisant travailler ces différents métiers, donc ces différentes organisations professionnelles ensemble, qu'eux-mêmes construisent ces différents sujets. Donc, nous, notre marque de fabrique, pour répondre à votre question de manière plus directe, innovation et digital tout à l'heure. Innovation, parce que, comme le disait Thierry, la situation n'est pas satisfaisante aujourd'hui, donc c'est qu'il y a des choses à aller faire autrement, parce que sinon, si tout allait bien, on ne chercherait pas à innover. Et le digital pour nous est essentiel, puisque le digital, c'est aujourd'hui l'outil que quasiment tout le monde utilise, et c'est là-dessus qu'on doit aller rejoindre les gens, pour en toucher un public très large, d'une part, hein, mais deuxième chose, aussi pour baisser évidemment le coût de la prévention et le coût du traitement. Ça, c'est important d'être là-dessus, puisque notre enjeu, c'est évidemment de nous adresser à un public très large. Il y a des études qui démontrent que quand on est dans les CSP+, on est toujours en mesure de se trouver le meilleur médecin, etc., et que quand on est un peu plus éloigné, évidemment, on a plus de mal à aller trouver le médecin qu'il nous faudrait. Voilà. Eh bien, nous, notre enjeu, c'est de pouvoir servir le plus grand nombre de personnes. Et le deuxième enjeu, c'est vraiment de structurer cette filière qu'on a appelée avec les professionnels de la santé familiale, puisqu'en fait, ça intervient sur 2 choses. C'est le soin de la relation. Hein, dans ce Conseil des ministres dont parlait tout à l'heure Thierry, il est fait état vraiment des relations et de limiter la rupture de lien. Hein, donc, comment est-ce qu'on travaille ça? Il y a des professionnels formés à ça, notamment par exemple les conseillers conjugaux. Et puis, tout ce qui est aussi la santé sexuelle, puisque les deux sont intimement liés. Hein, voilà. Et pour ça, on travaille avec les professionnels à la fois à former et à préparer, donc ce qui va être du domaine du care, de la prévention, dont on parlait tout à l'heure sur ce plateau, et le cure, l'idée de soigner, apporter une réponse concrète. Voilà les 2 jambes du projet Coupléo pour une vision finale qui est
l'hôpital des couples. Alors, je fais une allégorie parce que ça parle à tout le monde, l'hôpital. Il ne s'agit pas de construire des hôpitaux, etc. Voilà, mais l'hôpital, c'est un lieu de confiance. C'est un lieu où on sait qu'on sera intégralement pris en charge. On pourra aussi bien faire des radios qu'une prise de sang que de voir le spécialiste. Et puis, on sait qu'on tombe sur un vrai médecin. On sait qu'on tombe, voilà. Et donc, c'est un peu cette allégorie qu'on voudrait avoir. Bien sûr, ce n'est pas un hôpital. Bien sûr, on n'est pas nécessairement avec des personnels de santé. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir développer un endroit rassurant où je peux aller chercher du contenu pour ma vie de couple et ma vie de parent. Oui, et en termes de levée de frein, l'hôpital, on ne culpabilise pas d'y aller. Quand on sent qu'on en a besoin, on y va sans se dire non, je ne devrais pas ou ça n'est pas pour moi d'une certaine façon. Vous avez raison. Et ça m'amène à ajouter quelque chose, c'est que ce mode d'agir dans les pays anglo-saxons, par exemple, est beaucoup plus commun. Aller voir ils appellent ça des counselors, aller voir un conseiller conjugal, aller voir, voilà, Michel et Barack Obama en parlent dans leur livre, ils ont été voir un conseiller conjugal, etc. Et je suis sûr que Thierry a encore plus d'exemples que moi, mais voilà, voilà, c'est quelque chose d'assez commun. Donc c'est pour ça que on se dit chez Coupléo, et qu'on n'est pas les seuls à se le dire, que c'est possible de changer là-dessus, c'est possible d'amener les couples à ça, mais il faut construire encore cet écosystème, cet endroit où ils pourront aller, puisqu'on sera sur un endroit de confiance, avec des professionnels qui travaillent déjà. Il n'y a pas de... Là-dessus, on n'invente rien. Nous, on fédère, on essaye de fédérer, on essaye de mettre ensemble et on rend visible. Voilà. Et peut-être juste une question, au-delà de la mise en relation, vous avez évoqué l'usage du numérique et les possibilités qu'on a de diminuer d'une certaine façon les coûts de mise en contact ou derrière même y compris les déplacements. Est-ce que vous allez jusqu'à offrir des possibilités ou des supports pour avoir des téléconsultations le cas échéant? Thierry, je me tourne vers vous. On parle bien de consultation ou de séance peut-être avec un terme moins médical, mais... Oui, tout à fait, mais je vais continuer sur l'image de la santé. Les maisons Famia, souvent on dit c'est des maisons de santé relationnelle. Comment être en lien, d'abord avec soi, quelle est ma relation à moi-même, est-ce que j'ai une suffisamment bonne estime de moi pour avancer avec assurance dans la vie, et il est nécessaire d'avoir cette estime de soi pour pouvoir construire une vie affective et relationnelle équilibrée. Voilà. Là, on rentre un peu déjà dans la clinique de nos métiers et on s'aperçoit que construire sa vie de couple, construire sa vie de famille, ça commence pas le jour où on tombe amoureux. Ça commence très tôt dans la vie, dans notre capacité à être en lien avec soi et avec les autres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on évoque des cours d'empathie dès les petites classes. Qu'est-ce que c'est si ce n'est autre chose que comment être en relation avec les autres et l'autre qui est différent. Un rapport de Santé publique France est sorti il y a quelques mois sur les compétences psychosociales. Et l'idée, ça serait de former dès les plus jeunes âges et à l'adolescence aux compétences psychosociales, qui sont encore les compétences qu'il faut avoir pour être en rapport avec soi et avec les autres. Oui, des points qui avaient été abordés dans tous les travaux, notamment autour du développement complet de l'enfant, qui est de savoir nouer aussi des relations. Ça, c'est des sujets que le Conseil de l'enfance et de l'adolescence et sa présidente ont traités aussi. Oui, le projet des 1000 premiers jours va dans ce sens-là de prendre soin très très tôt de la vie affective, relationnelle, psychologique, psychique du tout petit enfant. Et le nombre d'études qui ont été faites pour montrer tout l'intérêt que ça pouvait avoir à moyen et long terme, c'est étonnant. Et donc, pour revenir au métier de conseiller conjugal et familial, pour nous, on dit que c'est un peu le médecin généraliste du couple. Et donc nous, on est familier, on est opérateur. C'est une de nos fonctions, c'est de proposer des consultations de conseil conjugal et familial, des consultations de médiation familiale quand les personnes ont pris la décision de se séparer ou divorcer, mais qu'elles ont encore beaucoup de décisions à prendre sur l'hébergement des enfants, sur la pension alimentaire. Voilà, donc il y a un grand volet qu'on propose dans nos activités qui sont des consultations individuelles ou en famille, ou en couple, et puis un grand volet qui est de la formation, des parcours ou des accompagnements qui commencent dès le plus jeune âge avec la découverte des émotions et leur gestion pour les enfants. Qu'est-ce que c'est que la colère? Est-ce que c'est toujours mauvais de ressentir la colère? Ou est-ce que je peux la nommer et en faire quelque chose d'autre que taper sur l'autre?
Voilà, il y a tout ça. Et puis, on va depuis ce plus jeune âge jusqu'à des parcours pour les couples qui arrivent à l'âge de la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore environ 6 à 7 000 soirées à passer ensemble. Ah ouais, ça fait pas mal. Voilà. Oui. Aujourd'hui, quand on décide de se marier, on décide de passer 20 000 soirées avec la même personne. Donc forcément, ça serait complètement utopique d'imaginer que ça va bien se passer pendant ces 20 000 soirées. C'est aussi utopique de croire qu'on ne tombera plus jamais malade. Mais quand on tombe malade, on prend son téléphone et on va chez le médecin. C'est un peu le réflexe que nous, familiers, et je pense couplés aussi, on vise pour la société, c'est que demain, ça soit aussi simple d'appeler le conseiller conjugal pour se faire accompagner quand ça fait 6 mois que c'est un peu tornu dans notre couple, qu'on le fait quand l'enfant est malade, pof, on appelle le médecin généraliste et on prend rendez-vous. Donc là, on fait 4-5 séances et puis on assèche le problème. En général, pas toujours, on verra les chiffres tout à l'heure, et ensuite la vie continue. Voilà. Donc, c'est peut-être la spécificité de Familia, c'est d'éduquer à la relation à tous les âges de la vie. Voilà. On a des propositions pour les adolescents, connaissance de soi, estime de soi. Pour les jeunes amoureux, qu'est-ce que c'est que la vie à deux? Comment on va construire notre vie de couple? Et comment est-ce qu'on discerne? Est-ce qu'on veut se marier? Est-ce qu'on veut se paxer? Est-ce qu'on veut vivre juste en union libre? Etc., etc. Et puis, beaucoup de parcours sur la parentalité, dont certains sont donnés en ligne pour permettre de rejoindre les gens qui ne seraient pas à proximité d'une de nos maisons. D'accord, vous avez une approche un peu multi-canal également d'une certaine façon pour proposer le service qui va être le plus facilement souscrit d'une certaine façon par ceux qui Voilà, l'idée c'est de se à vous. rendre le plus accessible possible et géographiquement et financièrement. Donc là aussi, on recherche des soutiens de la part des pouvoirs publics pour pouvoir avoir des tarifs aménagés. La médiation familiale, par exemple, est très bien financée. Le conseil conjugal, quasiment pas aujourd'hui. Et donc, il y a encore des progrès à faire pour remonter la chaîne de causalité et aller vers une vraie prévention très, très précoce dès l'accompagnement des couples qui en expriment le besoin, qui disent on s'aimait, on rentre dans des difficultés relationnelles, est-ce qu'on peut être accompagné pour traverser ces difficultés? Oui, et ça permet de dédramatiser d'une certaine façon que de permettre aussi d'aborder les choses de manière préventive avant qu'un conflit ou qu'une crise s'est fortement installé. Voilà, exactement. Ça rend plus facile de franchir le pas. Dans une étude d'impact que je décris un peu tout à l'heure, on a quand même identifié que la moitié des gens qui viennent en conseil conjugal, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en difficulté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent 2 ans avec une rage de dents pour aller chez le dentiste. Donc c'est ça qu'on aimerait rendre de plus en plus normal, accessible. Et comme le disait Arnaud, il y a des pays où c'est très commun. Au Danemark, 2/3 des communes financent le conseil conjugal. Alors, je reviens vers Arnaud. Merci beaucoup Thierry pour savoir d'une certaine façon jusqu'à où vous allez dans cette mise en relation et dans l'accompagnement derrière, à la fois effectivement de ces couples ou parents qui s'adressent à vous pour avoir des repères, de la guidance et ces professionnels qui acceptent de rentrer dans une démarche d'une certaine façon d'exigence, je dirais, à la fois sur leur qualification initiale, leur supervision coaching, et ensuite, évidemment, la formation, le développement des connaissances et des compétences tout au long de leur vie professionnelle. Donc déjà, on va chercher les gens là où ils sont, donc ce qu'ils vont chercher. Donc on va analyser l'ensemble des requêtes sur Google, et donc on cherche « je vis avec un conjoint toxique »,« j'ai des problèmes pour éduquer mes enfants » ou « on va bientôt se marier ». Voilà, plein de requêtes qui sont sur Google, et à partir de là, on va créer le parcours qui va permettre à la personne de trouver une solution adaptée à elle. Donc je vis avec un conjoint toxique, c'est une demande très courante aujourd'hui. C'est très fort parce qu'on en parle dans les médias énormément, donc il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village. On va proposer donc à la fois du contenu à lire, on pourra ensuite accompagner, on va dire orienter vers des professionnels qui sont adaptés, qui ont développé une compétence spécifique sur cette question-là, et enfin aider à la mise en relation, donc prise de rendez-vous en ligne, mise en relation toute simple si jamais c'est ce qui est souhaité par la personne, et enfin mesure d'impact. Tout ce qu'on fait doit être à chaque fois mesuré, non pas pour traquer les personnes ou je ne sais quoi, mais bien pour évaluer et améliorer.
aujourd'hui, c'est la chaîne, on amène directement, on va dire, à un rendez-vous. Demain, on va développer des programmes qui vont être soit des programmes de soins. J'ai un problème fort sur la question de ma. Alors pardon, c'est je crois ici, si je retrouve. Voilà, non, bon, peu importe. Je vis une sexualité problématique. Donc là, on est sur une personne qui a identifié quelque chose qui est complexe, un parcours qui va pouvoir former ces personnes-là, à la reformer, puisqu'on n'a pas aussi beaucoup parlé de la pornographie qui a tendance à déformer notre vision de la sexualité, et bien reformer, remettre l'église au milieu du village sur ces questions-là. Donc là, il y a des sexologues qui sont tout à fait adaptés pour ce genre de préparation. Et le cas échéant, quand cette formation m'a permis à la fois de verbaliser, de conscientiser ma situation, eh bien, je trouve le bon professionnel. Ce qui compte beaucoup, c'est d'aider les gens à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, à le comprendre et à le verbaliser pour arriver en rendez-vous et pouvoir tout de suite travailler la question. On voit, et les professionnels nous le disent, c'est que la verbalisation du problème est bien souvent le grand sujet. On arrive pour un problème, mais le professionnel qui creuse arrive bien ailleurs en travaillant. Et donc ça, notamment, c'est un parcours qu'on travaille entre les différentes professions avec les questions que sont habitués à poser et donc qui construit un arbre de décision qui permet d'amener vers le bon professionnel. Et est-ce qu'à un moment, ça peut aussi, d'une certaine façon, permettre d'orienter les personnes vers, par exemple, des prestations qui sont des prestations de la sécurité sociale. Je pense par exemple au nouveau forfait, 8 séances auprès d'un psychologue référencé par les caisses primaires d'assurance maladie et qui permettent, y compris au sortir d'une relation difficile ou toxique, d'avoir cet accompagnement par des professionnels qualifiés. Ça, c'est une offre assez nouvelle qui est proposée par l'assurance maladie. Oui, alors ça pourrait tout à fait être envisageable. Ce sera dans ce cas plutôt le professionnel qui, lui, donc vous venez pour une problématique de couple ou de parentalité. Le professionnel va identifier qu'il y a en effet un souci peut-être psychologique ou psychique chez l'un ou l'autre des conjoints ou peut-être même des enfants. Et donc, il y aura une orientation dans ce cas par ce professionnel vers des psychologues. Et tout l'enjeu pour nous d'essayer de construire ça en lien avec la CNAF, en lien avec la MSA, c'est justement d'être au plus près de ce qui existe déjà, de ce qui fonctionne déjà par ailleurs au niveau de la protection sociale et de l'adapter à une offre, on va dire, digitale, à une offre qui construit un parcours digital et qui accompagne les gens dans cette dimension-là. Ouais, en potentialisant toutes les ressources effectivement existantes, mais dans une visibilité, lisibilité, sphère de confiance renforcée en fait pour les couples et les parents qui se tournent effectivement vers... Et typiquement, une offre comme celle-ci, sur les 8 séances psy, nous on fait beaucoup d'ateliers de transmission, donc on identifie des problématiques, soit des problématiques qui nous sont demandées par les professionnels, que faire en cas de suspicion de violence conjugale, ou d'autres sujets, etc. Mais on pourrait aussi imaginer des ateliers de transmission sur des sujets comme cela. Donc voilà, quels sont les dispositifs existants mis en place par la sécurité sociale et qui peuvent être complémentaires à votre travail. Comment est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'il faut réorienter vers la CAF, quand est-ce qu'il faut aller voir une assistante sociale de la CAF, etc. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Ouais, organiser le passage de relais avec ensuite les différents réseaux qui peuvent prendre en charge en suivi de l'intervention des professionnels qui conseillent et qui accompagnent les couples et les familles. On a évoqué plusieurs fois le sujet de la mesure de l'impact que peut avoir l'accompagnement des couples et des familles. Et ça, je crois que vous êtes tous les deux très attachés à faire en sorte que l'utilité sociale ou l'investissement social représenté par un meilleur accompagnement soit plus visible ou plus objectivé d'une certaine façon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les démarches que vous conduisez pour essayer de mesurer cet impact social? Effectivement. Alors, c'est une mesure délicate à prendre, comme souvent d'ailleurs dans le monde du social, mais là particulièrement parce qu'on touche des sujets relativement intimes. Toujours est-il que, et puis il y a un deuxième défi, c'est que François de Saint-Gly, le sociologue, écrivait dès fin des années 90, il disait « Quiconque se penche sur la question du couple va être soupçonné de familialisme, de vouloir obliger les gens à rester ensemble, etc. etc. » Et il disait, résultat,
tout le monde a tellement peur d'avoir cette étiquette qu'il n'y a plus d'études sur le couple. Et ça, c'est resté vrai, alors que c'était vrai depuis 20 ans, fin des années 90, c'est resté vrai quasiment jusqu'à maintenant. Donc, on a presque 7000 études sur la parentalité, et puis sur le couple, quasiment rien du tout. Ce qui est quand même étonnant. Heureusement, ces soupçons commencent à disparaître. On sait que les métiers de conseiller conjugal, il y a un code de déontologie, qu'on n'a pas de projet sur les couples et que le conseiller conjugal, il les aide à discerner est-ce qu'ils arrivent en difficulté, en souffrance. Certains vont cheminer vers la décision d'une séparation et d'autres vont cheminer vers une restauration de leur relation, une modification, une transformation de leur relation et vont être très heureux de pouvoir poursuivre leur route ensemble. J'invite d'ailleurs à aller sur notre site de Familia. On a beaucoup de témoignages de couples qui ont traversé les difficultés. C'est assez intéressant de voir que ça arrive souvent à l'occasion d'un événement important dans la famille, l'arrivée d'un enfant qui déstabilise le couple, une période de chômage, l'arrivée d'une maladie, etc. Le départ d'enfants devenus autonome, adulte, étudiant aussi. Hein. Exactement, tout à fait, parce que la famille, c'est un peu comme ces mobiles qu'on voit au-dessus des lits des enfants. Vous avez une ficelle, une baguette, et puis des ficelles, puis des tas de personnages. Et il suffit que l'un des personnages bouge pour que tout le mobile ait besoin de prendre un nouvel équilibre. Et ça, c'est l'image vraiment typique d'une famille. Et si un mouvement se fait de manière trop brusque, les fils s'en mêlent. Et parfois, il faut couper les fils. Et donc, le métier de conseiller conjugal, c'est de dire, peut-être que là, on n'a plus le choix, il faut couper les fils, mais ce n'est pas lui qui le décide. Il invite, il chemine avec les gens, ou parfois on arrive à démêler les nœuds, à retrouver un nouvel équilibre qui n'est pas celui d'origine. Un centre de gravité différent. Exactement, voilà. Voilà, j'ai un peu dérivé. Oui, alors sur les évaluations. Voilà, sur les évaluations. Vous essayez aussi de faire un peu de recherche aussi, de travailler avec Et donc on a voulu travailler sur quel est l'impact sur les couples et sur leur trajectoire de l'accompagnement en conseil conjugal et familial. Donc on a réuni un comité scientifique avec la présidente de l'Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux, avec des conseillers conjugaux, avec Julien Damon, qui est conseiller scientifique à l'EN3S. Exactement, voilà, qui était dans notre comité scientifique. Et puis tout ça, ça a été confié à un cabinet spécialisé dans les études d'impact. Et on a fait appel à des tas de conseillers conjugaux issus de tas d'organismes ou des libéraux ou autres qui ont contacté les couples après des accompagnements et on a pu faire cette étude d'impact social. Ah oui, un suivi en vie réelle d'une certaine façon des bienfaits. Voilà, ou des conséquences. Ou des conséquences. Voilà, ça peut être vécu. Parce que la séparation peut être un bienfait aussi, un soulagement, tant pour le couple que pour les enfants, parfois. Et parfois, ça peut être dommage. Voilà. Donc, et donc, pour aller directement aux résultats de cette étude, d'abord, juste pour comprendre, il y a un avant, un après. On demandait par exemple au couple que sur une échelle de 1 à 10, quelle est la note que vous mettiez à la qualité de votre relation. Et là, on voit sur le graphique, l'histogramme qui s'affiche, on voit bien que avant l'accompagnement, on était centré sur un niveau de 4,5 environ pour l'ensemble de ces couples qui ont été accompagnés. Et puis après, il n'y a pas de miracle, il y a des couples qui restent très en difficulté, mais l'essentiel de la population s'est déplacé vers un niveau de qualité 8. Donc on voit bien un effet très significatif de l'accompagnement sur la qualité de la relation. C'est le fait qu'il y ait un tiers qui permette le dialogue et qui soit formé de manière professionnelle à cet accompagnement. Ça, c'est juste pour illustrer un petit peu le contenu de l'étude qui se trouve disponible sur Internet complètement. Mais pour aller directement au résultat, on a pu voir que sur les couples qui sont arrivés en consultation avec l'intention probable de se séparer, 73% ont pu restaurer leur relation et continuer la vie à deux. Et puis, parmi les 27% qui ont pris la décision de se séparer, les 3/4 disent qu'ils se séparent de manière beaucoup moins conflictuelle que s'ils n'avaient pas été accompagnés, parce que cette décision de séparation, elle a pu être mûrie, réfléchie, partagée, et un peu plus décidée ensemble
que s'ils n'avaient pas été accompagnés. Donc ça, c'est le bénéfice direct ressenti par les personnes, exprimé par les personnes quand on les recontacte. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment des chiffres qui nous ont nous-mêmes surpris. Ils sont forts, oui. Ils sont, oui, ils sont assez étonnants. Et puis, on a aussi fait une analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire la médiation familiale qui consiste à accompagner les couples qui ont déjà pris la décision de se séparer et de divorcer. Elle est très bien financée par une prestation de service, financée globalement par la CAF, et puis les communes, un peu la justice, il y a un cofinancement. Et on s'est dit, si ce système de financement était mis en place pour le conseil conjugal, combien ça coûterait et combien ça rapporterait? Et donc on a vu, l'étude a pu démontrer, à partir tout simplement du simulateur de la CAF, sur les aides qu'on touche dans les situations familiales dans lesquelles on se trouve, oui. Eh bien que pour 1 € investi dans l'accompagnement en conseil conjugal, dans les 5 ans à suivre, on ferait une économie directe de 5 à 11 €. Pourquoi cette fourchette? Ça dépend en fait du niveau social des personnes accompagnées. Plus leurs revenus sont bas, plus ils sont dans les premiers déciles de revenus, plus les aides sont importantes. Voilà. Et donc, on verrait ça, on parle d'économie directe, c'est-à-dire les prestations sociales qui sont évitées par le fait que les gens, finalement, restent ensemble. Et je ne compte pas là-dedans tout ce que je citais tout à l'heure, les conséquences sur le logement, la précarité, les redoublements et les conséquences sur les personnes qui sont à la rue ou les personnes, le niveau de délinquance. Tout ça, c'est pas compté dans cette étude. Donc, une approche qui vise à calculer un retour sur investissement voilà, très direct en prestations et en dépenses voilà, sociales évitées. Et puis après, un impact sociétal sans doute beaucoup plus large, effectivement, par la limitation d'un certain nombre, effectivement, de conséquences voilà, d'une séparation mal vécue. Ouais, on a un peu ça en grandeur nature au Danemark, où ils ont mis en place ce financement par les communes du conseil conjugal. Ils s'en cachent pas, hein, ils disent si on l'a fait, ils disent pas trop c'est pour le bien-être des familles, ils disent c'est parce que le pays est petit, on n'a plus de logement, donc c'est compliqué. Ah oui. Et ils disent ça coûte très cher à l'État. Voilà. Et ça a commencé il y a quelques années seulement, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais déjà dans les 2-3 premières années de la mise en place de système, là où ça a été mis en place, on a vu une baisse du nombre de divorces de l'ordre de 17%. Voilà, donc c'est déjà très significatif. Et on espère mettre en place une expérimentation prochainement avec le ministère des Solidarités et des Familles pour peut-être, souhaitons-le, lors de la prochaine COG, intégrer un système de financement de ce type-là pour accompagner les couples et les familles. D'accord, donc c'est une sorte de 1000 premiers jours étendus d'une certaine façon. Alors je ne sais pas si c'est aux 20 000 premières soirées d'une certaine façon, mais avoir une vision très large, un peu de continuum, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, un peu à tous les âges de la vie. Je reviens vers Arnaud, j'imagine que ces notions de mesure de l'impact social, elles sont assez dans l'ADN des entreprises d'utilité sociale. Donc peut-être vous demander de nous dire un petit peu comment vous suivez aussi d'une certaine façon la satisfaction ou le ressenti des personnes sur l'amélioration voilà, de leur situation ou la limitation de la conflictualité quand la séparation semble incontournable et même souhaitée par les protagonistes. Mais il faut d'abord que je vous pose des questions de précision parce que vous avez éveillé l'attention des auditeurs sur celle des professions effectivement qui sont considérées comme détenant un diplôme ou une certification qui les rend par presque, voilà, par définition ou par nature, habilités à rendre un service. Parce que je sais que cette question de savoir qui peut intervenir, elle est très, très importante. Vous le dites, il y a floraison de professions. On met psycho ou naturo avant quelque chose et on devient un expert autoproclamé. Donc ça titille beaucoup notre auditoire. Ils ont raison. Alors d'abord, cette première liste que je vais donner est une première liste qu'on a établie entre les professionnels et qui n'est évidemment pas exhaustive, qui sera amenée à s'étoffer. Mais on a essayé de regarder les professionnels véritablement formés aux problématiques du couple. Si on prend
on va dire, au départ, donc il y a en effet les conseillers conjugaux et familiaux qui sont vraiment centrés sur la relation. Et aujourd'hui, on sait que le déficit de communication est un des gros problèmes des couples. Donc, on est sur des professionnels typiquement formés à ça. Ensuite, si on va un peu plus loin, si on commence à rentrer dans les problématiques un peu plus ancrées, il y a des thérapeutes de couple qui sont formés qui font partie notamment de sociétés savantes très exigeantes. Donc c'est plus de 4 ans de formation, de la supervision, etc., etc. Il y a évidemment les médiateurs de couple, médiateurs familiaux, pardon, qui ont un diplôme d'État et qui, eux, vont plutôt intervenir sur l'après pour aider à la séparation. Et enfin, les sexologues qui ont un diplôme universitaire, interuniversitaire, qui sont souvent issus du milieu médical, pas uniquement, qui ont donc un vrai travail là-dessus. Alors, quand on fait ça, on se dit, mais il manque par exemple les psychologues. Alors, il ne manque pas les psychologues, puisqu'en fait, il y a pas mal de psychologues qui ont un de ces diplômes-là. Les psychothérapeutes sont pour partie des psychologues cliniciens qui se spécialisent effectivement. C'est ça. Et donc, ils peuvent entrer par ce biais-là. Mais évidemment, demain, quid des sages-femmes qui sont les premières au contact des futures mamans et des jeunes mamans et qui identifient bien souvent des problématiques. Quid du médecin généraliste, quid de tout ça. Mais on s'est dit, voilà, commençons petit et notre enjeu là-dessus, c'est, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est donc de travailler avec ces différentes organisations professionnelles pour déterminer, encore une fois, ce qui fait quoi, avec l'idée de structurer, mais aussi de le faire en lien avec la CNAF. Donc, on a pas mal d'échanges. Nous, on cherche d'ailleurs un référent CNAF qui pourrait être la personne présente dans ce travail commun pour bien aussi que ça cale avec les process de la CNAF et de la MSA, en fait, plus largement, mais qu'on soit bien dans cet ordre d'idées et dans cet ordre d'exigence qui est celui de la protection sociale. Voilà, avancer entre les professionnels et l'État sur ces deux jambes pour que le service se structure et soit véritablement conforme aux attentes de tous les acteurs, les couples, les professionnels et la protection sociale. Donc vous partez à partir d'un noyau dur d'une certaine façon de professions effectivement très identifiées avec derrière des bons niveaux, ou des hauts niveaux de reconnaissance effectivement de leurs compétences, de leur capacité à aider les couples, mais dans une vision où progressivement on pourrait effectivement avoir un référencement plus large d'une certaine façon en fonction aussi des attentes des pouvoirs publics et de leur propre niveau d'une certaine façon d'exigence, surtout quand leurs financements sont en jeu d'une certaine façon. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la branche famille et vous disiez Thierry que la médiation familiale est reconnue de plus ancienne date effectivement et plus largement financée à la fois par le ministère de la Justice où le juge peut rendre des ordonnances effectivement de médiation presque obligatoire d'une certaine façon, parfois préalablement au prononcé d'une décision de justice. Et ensuite, la branche famille ou les collectivités territoriales, les départements peuvent d'une certaine façon aussi financer des centres de médiation familiale ou des visites intermédiaires quand la rupture entre les parents a été un peu difficile et qu'il y a besoin d'un tiers-lieu et d'un tiers intervenant pour s'assurer que la mise en relation, parents séparés, enfants, se fait dans les meilleures conditions possibles. Oui, ce qu'on appelle les espaces de rencontre, qui sont encore une étape supplémentaire quand les difficultés sont encore plus compliquées et que il faut des visites médiatisées et ça se passe dans ces espaces de rencontre, effectivement. Alors du coup, d'une certaine façon, par rapport à ces attentes que vous pourriez avoir vis-à-vis des pouvoirs publics, on a entendu citer effectivement la Caisse nationale des allocations familiales pour pouvoir avoir des interlocuteurs, peut-être aussi du côté du ministère des Solidarités et des familles, où il y a aussi ce rôle autour du travail social. Là, vous avez aussi, vous, des contacts et des échanges pour essayer de trouver un bon partenariat et situer votre action dans un plan d'ensemble d'une certaine façon. On vous sent tous les deux très soucieux de vous inscrire aussi d'une certaine façon dans des schémas qui viennent contribuer aux objectifs qui sont affichés actuellement par les pouvoirs publics. Oui, en effet, là il y a en effet ce besoin de construire. Alors, au ministère des Solidarités, on en a fait rencontrer plusieurs personnes, à la CNAF, des directeurs de CAF aussi. Voilà, on sent que ce sujet, à l'Élysée, etc., on sent que ce sujet intéresse, on sent que ce sujet interpelle. Comme le disait Thierry tout à l'heure,
il y a un peu est-ce qu'on a le droit d'entrer dans la chambre à coucher? Alors, l'État le fait déjà, d'une certaine manière, quand, et à raison, il intervient sur les violences conjugales ou autres, voilà. L'enjeu, c'est peut-être d'aller encore plus loin, voilà, mais comment est-ce qu'on arrive à construire ça? Et nous, là-dessus, notre demande peut-être par rapport au service de la protection sociale, dans leur ensemble, du ministère, voilà, etc., c'est qu'on arrive à vraiment travailler en très bonne intelligence sur ces sujets-là. À la fois, nous, on est vraiment en mesure de tester des choses de manière très agile et très rapide, de les évaluer, de le faire en totale transparence dans un souci d'intérêt général. On a identifié évidemment des étapes de vie. On parlait tout à l'heure de l'arrivée du premier enfant, et donc ça, c'est typiquement des choses qui pourraient aussi se déployer dans le cadre des 1000 premiers jours. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller rejoindre? Aujourd'hui, on prépare les futures mamans à l'accouchement. À l'accouchement, il y a des séances de préparation et c'est très important, et donc les sages-femmes font ça très bien. On a aussi eu un petit suivi, un suivi postpartum aussi, par l'assurance maladie. Il y a Prado Naissance. Ouais. Il y a aussi un travail qui est fait sur les enjeux de la parentalité. Quand on va sur les sites des CAF, on voit des solutions là-dessus. Mais quid de la préparation du couple à l'arrivée d'un enfant, puisque c'est ce couple qui va être le réceptacle de cet enfant et qui va pouvoir ensuite l'accompagner. Donc typiquement, monter des programmes comme cela de façon digitale, comme nous, on l'a déjà fait, on pourrait le déployer, faire de l'aller vers en allant interpeller les futurs parents pour leur proposer quelque chose. Voilà. Puis après, évidemment, il y a la question du financement pour aussi travailler l'égalité d'accès aux soins d'une certaine manière. Évidemment, des revenus aisés peuvent toujours se faire aider, là où les personnes qui ont moins de moyens auront difficilement accès au conseil conjugal. Et là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant. Beaucoup de professionnels me disent, moi j'accepte de prendre 2, 3, 4, 5 patients, clients, le terme n'est jamais très bien défini, et de faire un tarif réduit parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils sont chômeurs. Voilà, et donc les professionnels portent ça sur eux-mêmes, ce qui est génial et très généreux de leur part. Mais voilà, c'est un investissement qu'ils font. Tous ne peuvent pas le faire, évidemment. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à déployer ça? Chaque année, la CNAF dépense à peu près 100 millions d'euros sur l'accompagnement à la parentalité, toute la partie offre de services. La grande partie de cet accompagnement à la parentalité, c'est les espaces rencontres, la médiation, donc des choses, on va dire, qui interviennent après que la séparation a été décidée. Oui, en aval, oui. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire remonter, mais même, moi, quand on fait quelques calculs, mais même 5 à 10% de ces budgets-là peuvent vraiment permettre de faire un vrai changement de braquet qu'on est aujourd'hui tout à fait capable dans nos structures d'évaluer, de mesurer et de suivre de manière très précise pour que l'argent public soit utilisé à bon escient. Et surtout, c'est des choses qui sont totalement progressives. Il ne s'agit pas de mettre 100 millions d'euros sur la table tout de suite, puisque les services ne sont pas encore dimensionnés pour, mais en revanche, de le faire de manière très progressive et très mesurée, avec les associations, mais aussi avec les personnes en libéral. Nous, on a une conviction forte chez Coupléo, c'est qu'il y a 16 millions de couples en France, 8 millions de couples qui ont des enfants mineurs. Les associations qui existent déjà et qui sont pour une part référencées par la CAF ou les professionnels en libéral ne suffiront pas. Donc déjà, il faut vraiment arriver à faire travailler tout le monde parce qu'il y a un vrai besoin et on voit déjà des problématiques de besoin en médiation familiale avec des difficultés de recrutement dans les CAF. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour aller chercher aussi les personnes qui travaillent en libéral? On le fait déjà avec les médecins, bien sûr. Les médecins en libéraux, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à faire là-dessus et qu'on peut construire et mesurer vraiment. Donc là, un appel à l'innovation et de faire en sorte effectivement qu'on puisse faire rentrer de nouvelles pièces dans un puzzle. Juste dire à nos auditeurs et auditrices que vous avez le QR code qui s'affiche sur vos écrans et qui vous permet à la fois de télécharger une attestation de présence pour cette séquence si vous en avez besoin à titre de la formation continue et de donner aussi votre évaluation, votre ressenti sur cette table ronde. Alors Thierry, peut-être pour compléter effectivement les propos d'Arnaud, en vous glissant entre les pattes une question qui nous a été posée, les sujets d'obligations alimentaires
critères de pension, leur détermination, etc., sont pressentis comme pouvant rendre difficile parfois l'entente sur les termes de la séparation, est-ce qu'une intervention d'une certaine façon au titre voilà, de l'accompagnement des couples en difficulté permet aussi d'apaiser la partie financière d'une certaine façon de la séparation, et peut-être préalablement l'intervention d'avocats, le cas échéant, qui sont peut-être plus coûteux en tarif horaire que beaucoup de professionnels qui pratiquent le conseil conjugal. Voilà. Alors, sur cette question-là, en fait, c'est vraiment le métier de médiateur familial. Voilà. Suite à une séparation, les problèmes ne sont pas résolus dans le couple. La question de l'hébergement des enfants, est-ce qu'on fait une garde alternée? Est-ce que l'un ou l'autre ne voit les enfants qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances? Il y a d'énormes conflits sur cette question-là. Il y a des conflits sur le montant de la pension alimentaire. Il y a des conflits sur d'autres aspects, et en particulier sur l'éducation. Et la médiation va consister à créer un dialogue et à dire « vous êtes plus conjoints, mais vous restez parents ensemble ». Et comment est-ce que vous allez continuer à être parents dans ces circonstances-là? Voilà. C'est ça l'enjeu. On est parents à vie. Enfin, on est parents, n'efface pas. Voilà. Et donc, bien sûr, les questions financières vont pouvoir être traitées dans le cadre de la médiation familiale. La médiation, en fait, rend la responsabilité aux parents et le pouvoir de décision. À partir du moment où les parents sont d'accord, ça se passe bien. S'ils ne sont plus d'accord, c'est le juge qui reprend la main et qui va décider à leur place. Voilà. C'est comme ça, très concrètement, que ça se passe. Mais l'enjeu, il n'est pas seulement sur des accords très concrets, il est qu'est-ce qu'ils vont continuer à donner à voir à leurs enfants? Est-ce qu'ils vont continuer à donner à voir du conflit perpétuel, et donc un enfant qui va être dans des conflits de loyauté, qui, quand il va rentrer d'un super week-end avec papa, il ne pourra pas en parler. Est-ce qu'il pourra en parler avec sa maman? Est-ce que sa maman va se mettre en colère parce qu'elle est encore en colère contre le papa pour X ou Y raison? Et donc lui va dire il ne faut plus que j'en parle, donc il faut que je me surveille. Donc ça va être très compliqué à vivre pour lui. Ou est-ce que la maman va pouvoir se réjouir de ce qu'il ait passé un bon moment avec le papa, et que chacun reste à sa juste place, la maman à sa place, le papa à sa place, l'enfant à sa juste place d'enfant. Très souvent, je demandais aux enfants, ce qui se passe entre tes parents, ça t'occupe la tête comment? Est-ce que ça t'occupe juste là, jusque là, jusque là? Ouais. Beaucoup disaient jusque là. Donc ça veut dire qu'il leur reste ça pour vivre leur rôle d'enfant, pour être présent à l'école, dans leur scolarité, pour penser aux copains, pour jouer, etc. Et donc l'enjeu, c'est que le niveau baisse par la parole, évacuer, faire sortir de la tête tout ça par la parole, c'est un enjeu. Je reviens juste un tout petit peu sur la question précédente. Et effectivement, je parlais avec Boris Cyrulnik de justement la mise en couple, très bien, et de l'arrivée de l'enfant. Et je disais, il me semble que vous êtes d'accord que l'arrivée du premier enfant en particulier, ça vient fortement perturber le couple. Il me disait, bien sûr, c'est une évidence, etc. Donc je lui dis, qu'est-ce qui fait que dans les 1000 premiers jours, vous n'avez pas prévu un entretien d'1 heure avec un conseiller conjugal pour que chacun puisse dire, qu'est-ce que ça me fait de passer du statut de conjoint à père, du statut de conjoint à mère. Et la maman qui est souvent très préoccupée de la sécurité de l'enfant, de son bien-être, etc., et qui se décentre, et le conjoint qui peut se sentir abandonné, enfin, plein d'effets secondaires comme ça. Et il m'a répondu, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? C'est juste qu'on n'y a pas pensé. Ah oui. Donc voilà, il y aurait sûrement d'autres choses à mettre en place, peut-être dans le cadre des projets innovants. Il est très qualifié sur ces questions. Il y avait une commission qui l'accompagnait pour remettre ses préconisations. Donc on voit effectivement toujours cet avantage qu'on peut avoir à essayer d'envisager un peu un cadre plus large d'une certaine façon que la focale qu'on a parfois compartiment par compartiment. Donc on a des auditeurs qui nous disent pourquoi ne pas créer aussi un service public d'une certaine façon d'accompagnement
de la conjugalité et de la parentalité. En tout cas, ils ont été très intéressés par vos interventions. On a la demande de diffusion du PowerPoint, de la présentation que vous avez diffusée, et je pense que vous êtes voilà, ouverts tous les deux à avoir tout contact par ceux qui vous ont écouté aujourd'hui et qui aimeraient en savoir plus sur voilà, l'action et les missions que vous portez, chacun dans un cadre voilà, différent, mais qui concourt d'une certaine façon, à partir des mêmes analyses, à faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure prise en compte d'une certaine façon de cette difficulté assez forte qui est de vivre en couple dans nos sociétés où il faut réussir beaucoup de choses à la fois. Hein. Il faut concilier voilà, le développement personnel, professionnel de chacun des membres. Il faut vivre ensemble et en plus, il faut aussi éduquer ses enfants. Donc, ce n'est pas une tâche totalement facile et je pense que vous avez apporté un certain nombre d'idées et de solutions qui permettraient de faire en sorte que ça puisse voilà, être mieux accompagné. Nicolas Duvou a écrit un livre sur la santé sociale et donc j'ai noté cette idée de santé familiale comme peut-être un des axes de progrès de notre pays. Merci beaucoup à tous deux et nous nous retrouvons après une pause pour la troisième séquence de cette journée qui sera animée par Dominique Libaud sur les sujets d'organisation des soins en présence de la ministre. Un immense merci. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne fin de journée.